Voilà, nous allons démarrer cette rencontre dont le titre est « Police, où est le malaise ?» Alors, on a des petites lectures. Alors là, pour le coup, c'est une lecture un peu ancienne et on voulait la faire en ouverture de cette table ronde parce que ça nous semblait finalement assez circonstancié compte tenu de l'actualité. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1789, quelques hommes réunis avaient imaginé le futur et en tous les cas avaient défini assez clairement le rôle de la police dans la protection des droits de l'homme et du citoyen. Merci à vous d'être venus et d'avoir accepté notre invitation, de participer à cette rencontre. Et on vous le dit parce que souvent on pense que nous invitons, etc. En fait, ce salon n'aurait pas lieu sans tous les intervenants qui s'engagent, qui viennent ici et qui assument d'être présents ici et pour votre confiance, parce que malgré tout, pour venir dans un lieu, il faut quand même avoir un petit peu confiance dans les gens. J'espère qu'on ne vous déçoit pas sur ce point-là. Merci à vous d'être ici et de vous intéresser à toutes ces thématiques qui sont essentielles pour le devenir de notre société. Merci. Merci Christophe et à plus tard. Merci Daniel pour l'introduction de ce débat sur la police. Où est le malaise? Alors vous voyez déjà, j'ai remarqué qu'il y a une tendance bleu police parmi les invités. On n'a pas fait exprès, mais peut-être que nous sommes mis dans l'état d'esprit. Alors nous avons 3 invités très intéressants. Anciennement CGT Police, puisque le syndicat a changé de nom l'an dernier. C'est un syndicat, vous avez peut-être plus l'habitude à entendre parler d'Alliance, par exemple, ou d'autres gros syndicats, mais le syndicat Vigie est apparu dans le paysage médiatique avec force ces derniers mois, à travers des déclarations, parfois tonitruantes, on en parlera, et aussi des actions en justice, puisque Vigie s'est constitué partie civile cette année dans l'affaire de la policière noyée dans la Seine durant un exercice du côté de Notre-Dame. Et puis, plus récemment également, Vigie est intervenu judiciairement dans le dossier d'Alexandre Benalla, l'affaire Alexandre Benalla, qu'on abordera également à travers ce débat sur la police. Ensuite, Frédéric Ploquin, journaliste à Marianne. Vous êtes écrivain, donc journaliste d'investigation, spécialiste des milieux policiers et criminels, et auteur de nombreux articles, de livres et de documentaires sur ce sujet. Et vous venez d'écrire ce livre, Frédéric Ploquin, voilà, La peur a changé de camp. Un livre que vous trouverez dans la librairie et que je vous recommande chaudement si ce sujet de la police et du malaise de la police vous intéresse. Et puis enfin, Omar Slaouti, alors professeur dans un lycée à Argenteuil. Vous êtes engagé depuis longtemps dans le mouvement antiraciste, militant, et vous êtes membre du collectif Vérité et Justice pour Ali Ziri. Alors, c'est une affaire qui remonte à l'année 2009. Et il s'agit d'un retraité algérien de 69 ans qui est mort à la suite d'une garde à vue, à la suite d'un contrôle de police. Et on va reparler de cette histoire qui est à nouveau dans l'actualité puisque la Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la France, l'État français, sur cette affaire. Alors tout le monde déteste la police. C'est ce qu'on peut entendre parfois dans certaines manifestations. Les plus anciens, pour les plus anciens, rappelez-vous, dans les manifestations, certains criaient CRS SS. Aujourd'hui, peut-être que ce slogan, tout le monde déteste la police, horripilera certains d'entre vous, agace, interroge, et on peut détester la police, et en même temps, on attend de l'État d'assurer notre sécurité, d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Lorsque nous sommes cambriolés, lorsque notre voiture est abîmée, la première chose qu'on fait, c'est d'aller voir un policier pour porter plainte, non seulement pour être remboursé par son assurance, mais en espérant que le coupable sera éventuellement arrêté et châtié. Après les attentats, on a aussi un peu plus pris conscience
du rôle protecteur de la police. Et rappelez-vous, lors des manifestations, ceux qui étaient dans les manifestations à Paris il y a 3 ans, rappelez-vous de ces gestes de fraternité avec les policiers, les accolades, les embrassades, les saluts et les applaudissements à l'égard des policiers. Indispensable, l'institution policière semble pourtant en crise actuellement, crise interne, rupture entre la base policière et les directions et les politiques, et on en parlera avec Frédéric, son livre en témoigne largement, et avec bien sûr Alexandre. Et puis, crise aussi de confiance de la population dans certains quartiers où l'on dénonce une violence illégitime, voire une violence institutionnalisée, et on en parlera avec le témoignage de Mara. Alors, dans votre livre, Frédéric Ploquin, La peur a changé de camp, vous accumulez des témoignages incroyables de policiers pris sur le terrain. Et quand on ressort de ce livre, on a l'impression, mais on se dit, mais comment la police peut encore tenir? Parce qu'il y a un mal-être profond au sein de la police, une crise profonde dont on n'a même pas idée, nous, citoyens. Bonjour à vous. Il faut parler carrément fort. Ok, on va parler fort. La police tape fort, le journaliste parle fort, c'est ça? Il y a un mal-être dans la police. Il y a un mal-être dans la... Non, moi je travaille, j'écris sur la police depuis 1982-83. C'est le premier sujet qui m'est tombé dessus ou sur lequel je suis tombé quand j'ai décidé de devenir journaliste. À l'époque, d'ailleurs, c'était plutôt pour des raisons politiques, puisque le premier fait que j'ai constaté, alors que j'étais encore vraiment journaliste débutant, c'est à l'époque, ça se passe en 1983, il y a 2 policiers qui sont morts avenue Truden à Paris, assassinés par des terroristes, entre guillemets, enfin, oui, par des membres de l'ultra-gauche français, c'était le groupe Action Directe à l'époque. Et là, je vais suivre les obsèques et ça déborde. Nous sommes en juin 1983 et ça déborde. Et les policiers qui sont réunis dans la cour de la préfecture de police, à un moment donné, il y a une espèce de mouvement comme ça qui s'opère et de manière totalement sauvage et spontanée et anarchique, si je puis dire. Pour les forces de l'ordre, je trouve que c'est intéressant. Me voilà en train de suivre un cortège qui se rend, sans avoir prévenu quiconque, place Vendôme, sous les fenêtres du ministre de la Justice, qui s'appelait à l'époque Robert Badinter. Je suis ça, moi je dois avoir 23, 24, 25 ans, et je suis ça avec stupéfaction. Qu'est-ce que c'est que ces policiers qui se comportent comme des lycéens, comme ça, un peu sur le mode coordination, on s'en fout de la loi, on s'en fout des règles, etc. Et je les vois, et là je me dis, j'en vois quelques-uns sous les fenêtres de Robert Badinter faire ce jour-là le salut nazi. Et je me dis, tiens, là il y a un sujet, c'est-à-dire que la police, je vais me plonger, je vais m'y intéresser, parce que c'est un sujet non seulement, moi qui me passionne à titre personnel, parce que la police est la porte d'entrée sur tous les faits divers qui, moi, m'intéressent, mais c'est aussi un sujet éminemment politique. Et donc, pendant 30 ans, je vais faire ce travail d'observation à la fois de la place Beauvau, de ce qui s'y passe, de décryptage à la fois politique, et en même temps, je m'intéresse au trafic de stupéfiants, au proxénétisme, à tout ce vers quoi la police mène, et tout ce qu'elle me permettra de découvrir. Et là, 30 ans après, il n'y a pas très longtemps, donc nous sommes en novembre 2016, à l'automne 2016, vous avez un fait qui va se produire, qui se passe dans une banlieue de la région parisienne, à Viry-Châtillon en l'occurrence. Vous avez un fait qui se produit, vous avez des chefs qui, à mon avis, devraient réfléchir à la manière dont ils sont chefs dans la police, qui ordonnent à des policiers qui ne connaissent même pas le secteur dans lequel on les envoie, de se positionner à quelques mètres d'une des cités les plus virulentes de la région parisienne, qui est la cité de la Grande Borne, et qui leur disent, ben voilà, vous avez un mât, là, et en haut de ce mât, vous avez une caméra que nous avons positionnée pour essayer de faire reculer le trafic de stupéfiants sur ce territoire. Ce mât et cette caméra, ça fait 4 fois qu'ils nous la pètent, on en a marre. Donc vous allez rester là, et donc ils stationnent et ils positionnent 2 véhicules en bas des mâts.
avec pour mission de protéger la caméra qui est censée faire la police et ramasser des images. Et sur ce, vous avez un jour donc une vingtaine de jeunes mineurs, tous mineurs, du quartier d'à côté, qui opèrent une sorte de raid éclair avec la volonté très claire et très précise d'assassiner ces policiers. Donc ils surgissent du quartier, ils passent par un petit tunnel en dessous, ils ont préparé des cocktails Molotov, ils cassent les vitres des voitures, ils balancent leurs cocktails Molotov à l'intérieur, avec leurs pieds, ils retiennent les portes pour les laisser fermer, de manière délibérément à cramer, à tuer, donc à brûler, à tuer ces fonctionnaires qui sont à l'intérieur. Il y en a un qui est 2 ans après, aujourd'hui, toujours à l'hôpital et qui a énormément de mal à récupérer sa peau. Donc il y a des problèmes de greffe de peau à répétition qui est traumatisme, enfin, voilà, qui est un traumatisme physique et psychologique, je vous en parle même pas. Et moi, ce jour-là, je vais me rendre là-bas dans l'Essonne, ça se passe, et je vois de nouveau un cortège se former, un peu similaire à celui que j'avais vu en 1983, sauf que ce ne sont plus les mêmes fonctionnaires. Et ce cortège, ils décident comme ça, ils montent dans leur voiture de police, ils ont leur arme de service à la ceinture, et ils disent, allez, tous sur les Champs-Élysées. Alors moi, pareil, je suis aussi stupéfait qu'en 1983 de voir des fonctionnaires de police tout d'un coup monter dans leur voiture de service et aller sur les Champs-Élysées, klaxonner et crier leur colère. Et là, je me dis, cette police sur laquelle je travaille depuis 25-30 ans a beaucoup changé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Je reconnais, voilà, je vois ces jeunes, ils sont tous rentrés. Tous ceux que je vois sur les Champs-Élysées ce jour-là sont rentrés dans la police dans les années 2000. Ils sont jeunes, ils sont plutôt bien formés, ils ont plutôt fait des études, alors que ceux que j'avais connus dans les années 80, au début des années 80, étaient plutôt des fils d'ouvriers. Là, j'ai en face de moi des gens issus des classes moyennes. Et je me dis, il faut que j'oublie tout ce que je sais sur la police, tous mes préjugés, tout ce que je crois savoir, et je retourne sur le terrain et je donc décide pendant 1 an d'aller faire le tour de France et d'en rencontrer une 60aine, hommes, femmes, tous les services, tous les grades, commissaire, gardien de la paix, brigadier, pour essayer de comprendre qu'est-ce que cache cette colère. Et c'est comme ça que j'arrive à faire ce livre dont le titre est volontairement un peu fort. Peut-être, oui, on choisit des titres pour créer le débat. Donc La peur a changé de camp. Évidemment, quand j'ai sorti ce livre début septembre, ça a créé le débat. Et ça a permis de parler justement, de donner la parole à ces policiers qui sont venus avec moi sur les plateaux de télévision pour parler de cette peur et de cette colère. Cette colère... Alors quelle peur ? Quelle peur et quelle colère ? La colère, c'est essentiellement, en gros, l'impression qu'ils ont de ne plus servir à rien. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils ont une mission, ils ont épousé ce métier avec le désir de traquer les méchants, et ils ont l'impression qu'on les empêche de traquer les méchants, qu'ils ont des lois dans les pattes, qu'ils ont des chefs qui les empêchent de faire le boulot, que par ailleurs la société ne les soutient pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils se sentent... Enfin bon, il ne parle pas de la masse anonyme des gens qui aiment la police, mais globalement ceux qui s'expriment, ce sont les journalistes qui adorent, parce que ça fait bien taper sur les flics. C'est formidable de taper sur les flics quand on est journaliste, c'est comme ça, surtout quand on est journaliste de gauche, on tape sur les flics. Et ils ont la classe médiatique donc, qui est plutôt contre eux, ils ont une partie de l'intelligentsia et de la classe intellectuelle qui déteste la police intrinsèquement. Je vous rappelle la sortie récente de Yann Moix face à cette policière Maggie Biskupski, qui témoigne d'ailleurs dans le livre et qui était moi-même sur le plateau, et qui donc s'est pris un torrent de boue dans la figure. Et ce qui était intéressant, moi j'étais sur le plateau, j'ai réagi comme ça, ce qui m'a intéressé, c'est que précisément je parle de ce genre d'intellectuel dans le bouquin, et il était fidèle à ce qu'il était. La critique de la police, encore une fois, les années 70, c'était CRS-SS. Donc des critiques de la police, c'est à la limite une liberté d'expression, et c'est un sentiment qu'on peut tous avoir. Le jour où on se prend un PV, on n'est pas très content, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
les policiers sont plus que révoltés par ce genre de critiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque, ils avaient que les étudiants que nous étions face à eux qui leur gueulaient CRSSS sans trop savoir ce qu'avaient été vraiment les SS. Parce que si on avait vraiment vécu les SS, je pense qu'on n'aurait pas utilisé cette expression. On a bien compris que c'était une figure hostile. Qui est totalement déplacée. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, les flics, après on parlera de leurs débordements, parce qu'ils existent aussi, avec mon voisin de gauche, forcément. Mais pour l'instant, moi, ce que je veux dire, c'est qu'ils en prennent plein la gueule. Ils ont face à eux des jeunes caïds dans les quartiers qui en gros, leur font la guerre, considèrent que le territoire sur lequel ils pratiquent leur trafic leur appartiennent à eux et que la police est indésirable. Ils ont ça. Ils ont le terrorisme qui s'est greffé là-dessus, la vague terroriste qui frappe la France depuis 2015 et qui a pris pour cible, pour commencer, des journalistes, puis des juifs, mais essentiellement quand même des flics. Donc ils se sont fait tirer comme des lapins dans la rue. On en est à peu près 17 policiers assassinés par des terroristes se revendiquant de Daesh depuis 2015. Policiers et gendarmes, c'est énorme. Donc c'est rajouté là-dessus cette couche supplémentaire et l'impression que les politiques qui étaient au ministère de l'Intérieur n'étaient pas vraiment derrière eux en soutien et avaient plutôt comme attitude de leur dire non, c'est fini là, n'allez plus déranger, n'allez plus provoquer, on en a marre de voir des feux de poubelle, de voir des villes à feu et à sang, donc plutôt sur le mode lever le pied. Alors qu'eux sont rentrés dans la police pour faire leur job. Donc il y a une sorte espèce de discours un peu hypocrite du politique qui, à la fois dans son discours public, dit il faut la sécurité, on sera ferme, etc. Et en réalité, en coulisses, les policiers, on leur demande de lever le pied. Le principal chef d'orchestre de cela, c'est Nicolas Sarkozy, qui lui, effectivement, se fait élire sur le mode je vais assurer la sécurité et qui, en fait, passe des consignes tous azimuts par derrière en disant je ne veux pas me taper de nouvelles émeutes comme celle de novembre 2005, donc s'il vous plaît, n'y allez pas trop, allez-y doucement, levez le pied. Ça crée cette espèce de sentiment d'impuissance et ça aboutit à cette triste fin de cette jeune flic, Maggie Biskupski, qui, au bout de cette impuissance et après cette altercation avec Yann Moix, c'est tout simplement, je crois, d'épuisement pour avoir défendu son métier, a tout simplement décidé de mettre fin à ses jours, il y a une semaine de cela, avec son arme de service, dans le petit studio où elle habitait, où elle se sentait finalement très seule parce qu'elle avait tout donné pour cette police. Et je trouve que cette mort, cette disparition, dit bien l'état d'impuissance dans lequel se sentent les policiers. C'est-à-dire que rentrer pour exercer un pouvoir et finalement s'apercevoir, voilà, et finir par se supprimer soi-même, je trouve que symboliquement c'est une histoire extrêmement forte. Alexandre Langlois, vous êtes donc policier, responsable du syndicat Vigie, ministère de l'Intérieur, qui est un petit syndicat au sein du monde syndical de la police, mais qui encore une fois se fait beaucoup entendre ces derniers mois par ses actions qui sont inédites. Il y avait jusqu'à présent, et vous le décrivez dans votre livre, un esprit de corps qui faisait que rien ne sortait de la police. Les policiers se soutenaient malgré les fautes, les délits, les crimes même que certains peuvent commettre, et on en parlera après. Rien ne sortait. Vous avez décidé de parler et de dénoncer. Et sur Twitter, d'ailleurs, vous avez un compte Twitter Vigie, allez le voir, qui a un ton très direct et très, très nouveau dans le syndicat de la police. C'était voulu, dès le départ, de porter cette parole-là atypique au sein de la police ? Alors, c'était voulu, oui, parce qu'en fait, on a un problème dans la police nationale, c'est que les syndicats majoritaires qu'on entend habituellement ne le sont que par chantage et intimidation. C'est-à-dire qu'en fait, l'administration, pour acheter la paix sociale, a délégué aux syndicats dits représentatifs les avancements et les mutations. Donc ça se passe de la façon suivante: tu veux ton avancement et ton mutation, tu prends ton timbre chez nous, tu as ton timbre chez nous, revote pour nous, comme ça tu rentabilises ton investissement. Donc on est sur un chantage et on est quelque chose de très clairement défini parce que les tribunaux administratifs cassent régulièrement les décisions de l'administration, ce que nos collègues disent, j'ai pas eu ma mutation, mon avancement, pourquoi je l'ai pas eu? Voilà, parce qu'il y a copinage au sein de la police nationale. Ce qui veut dire que le ton qu'on a employé, c'est le ton en fait des policiers qui ne peuvent pas s'exprimer,
qui veulent faire ressortir. Ce qui a été expliqué, c'est qu'il y a beaucoup de colère dans la police nationale et beaucoup d'amertume par rapport à la façon dont on est dirigé. On est rentré parce qu'on estime qu'on fait un beau métier, de protéger la population, et on nous demande finalement d'assouvir la com gouvernementale, avec des chiffres, des camemberts et tout ce qu'on veut. Donc on a choisi un ton agressif, parce que finalement quand on est gentil, ils font rien. Voilà, ça ne bouge pas. Je vais donner un exemple. Pendant un an, on a dit que les chiffres de la délinquance étaient truqués. Voilà, ils sont falsifiés par la bureaucratie police nationale, pour minimiser les chiffres. Nous avons décidé en interne, on nous a ri au nez, on s'en fichait, voilà. Finalement, ça a commencé à bouger quand la presse s'est saisie du problème. Alors là, ils ont dit, ah mince, d'abord Europe 1, puis le Canard enchaîné, puis France 2. Et finalement, les discours de notre admission a changé. Au début, c'était un problème informatique, c'est pour ça que les chiffres sont truqués. Après, c'est quelques fonctionnaires qui nous en veulent. Après, la direction s'est dit, oui, bon, bah, c'est bien truqué, mais c'est pas de ma faute, j'ai rien demandé. Oui, je joue une prime de quelques dizaines de milliers d'euros à la fin de l'année, mais je suis pas coupable. Donc on regarde à qui profite le crime. Voilà, on en est. Finalement, on a porté plainte. Et là, ils ont commencé à plus nous casser les pieds sur le sujet. En fait, on a dit qu'on était dirigé par des escrocs, voilà, par des gens qui sont à la fois contre la police et les policiers de terrain, et contre la population pour des intérêts personnels. C'est-à-dire exactement contre la déclaration des droits de l'homme qui a été rappelée au début. Donc nous, on a dit maintenant, on ne va plus faire de cadeaux, on a les preuves de ce qu'on avance. S'ils veulent nous attaquer au tribunal, ce qu'ils ont fait par 2 fois pour diffamation, ils ont perdu, le procureur n'a même pas osé suivre tellement ils étaient ridicules. Et on continue, c'est pour ça qu'on porte plainte maintenant, qu'on met ça, médiatise le plus possible, parce que ce qu'ils ont peur, c'est pas qu'on règle les problèmes en interne, ils préfèrent que ça reste comme ça, ils ont peur pour leur réputation. Voilà, c'est ce qu'on a encore vu. Là, on s'est moqué par exemple de M. Gibelin, qui est directeur à Paris à la DOPC, et qui a eu la médaille du mérite, et qui est un des gros protagonistes de l'affaire Benalla. Donc on récompense les gens, ils se mettent des petites médailles, Légion d'honneur, médaille du mérite, pour se rappeler eux-mêmes ce que c'est que le mérite ou l'honneur. Donc on y va maintenant. On a vu ça, on a vu que des policiers étaient... Rappelez-vous, les commissions parlementaires à l'Assemblée et au Sénat, des policiers sont convoqués pour expliquer ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé dans l'intervention où Alexandre Benalla frappait des manifestants. On a vu des policiers prêter serment devant ces commissions parlementaires et se parjurer, c'est-à-dire que ce qu'ils déclaraient devant l'Assemblée, ils ne déclaraient plus au Sénat, où ils revenaient sur leurs propos, ils modifiaient. Et donc on a des policiers qui se retrouvent là soumis... aux politiques. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? On est très clairement soumis aux politiques. C'est ce qu'on avait dénoncé en fait dans la police nationale. On a un code de déontologie. Et c'est à partir de là, les textes sont très importants. Il faut bien lire ce que nos gouvernements mettent en place. En 1986, c'était Jox qui avait mis en place un code de déontologie. Et dedans, il y avait marqué que nous étions garants des libertés individuelles et défenseurs des institutions de la République. Parfait. Tous les policiers se reconnaissent dans ce message. En 2014, M. Valls a pris un nouveau code de déontologie. Alors nous ne sommes plus garants des libertés individuelles, nous sommes garants des lois. Le problème, c'est que dans la loi, on met ce qu'on veut. Liberté individuelle, c'est une philosophie, c'est une valeur. La loi, les États les plus totalitaires ont des lois. Et la deuxième chose, nous ne sommes plus défenseurs des institutions de la République, mais des institutions, point, et des intérêts nationaux. Les intérêts nationaux, c'est assez subjectif, et le mot République, il manque. Et le pire dans tout ça, c'est que la France... En 2001, a signé un code éthique de police européen qui dit exactement l'inverse. Et en France, il y a des textes européens qui peuvent aller à l'encontre du peuple, ils sont appliqués de façon très scrupuleuse. Quand c'est l'intérêt du peuple, ils ne sont pas appliqués. Donc en fait, il y a une dérive dans les textes très autoritaire, voire totalitaire. Et à partir de là, cette dérive, effectivement, la police, dans les textes actuels, heureusement dans la hiérarchie des normes qui ne sont pas au-dessus des lois et des traités européens, mais qui sont quand même appliqués en interne, est au service du pouvoir. D'ailleurs, on n'a pas le temps de nous former convenablement pour différentes missions opérationnelles, avoir des formations adéquates. Par contre, quand M. Valls a fait son nouveau code de déontologie, en un an, tous les fonctionnaires de la police nationale ont pu être formés à un bourrage de crâne. Et j'ai posé la question en disant, mais écoutez, je ne comprends pas, votre code de déontologie est contraire à un code européen, est contraire à la Déclaration des droits de l'homme. Et la réponse de la formation a été, il va falloir faire un choix entre se battre pour des valeurs et manger à la fin du mois. Je crois que le message a été très clair. Alors, la police, le mal-être de la police, le mal-être organisationnel de la police ne doit pas faire oublier, effectivement, les bavures qui peuvent se produire, la violence qui est alliée à cette action de police, de sécurité.
Et Omar Slaouti, eh bien, vous avez été confronté, vous êtes professeur, je vous le disais tout à l'heure, à Argenteuil, vous avez été confronté dans votre ville à un moment donné à l'une de ces bavures policières, puisque en 2009, un retraité algérien qui revient en France pour voir ses amis, passe une soirée avec ses amis, revient en voiture chez lui, et au cours d'un contrôle policier, il est contrôlé. Il y a une interpellation violente, musclée, disons, et il décède à la suite de cette interpellation. Il y a eu un comité qui a été créé à Argenteuil pour essayer de savoir la vérité sur cette affaire, puisque officiellement, selon l'enquête, il est décédé, ça n'avait rien à voir avec cette interpellation, et vous refusez cette réalité judiciaire. 9 ans après, l'État a été condamné, je disais, par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour reconnaît que la conduite de cette interpellation s'est mal passée. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire qui illustre cette violence policière qui existe, que personne ne nie? Et l'objet de ce débat ensuite, dans une dernière partie, ça sera de voir comment on peut résoudre ces problèmes, aussi bien internes que de ces relations avec les quartiers, comme on dit. Oui, les quartiers, comme on dit, parce qu'il faut euphémiser les choses. Moi, je vous propose que dans un salon qui a l'ambition de poser la question des lanceurs et des lanceuses d'alerte, qu'on puisse assumer pleinement le vocabulaire. Et je vous propose un changement de perspective. Et je crois que c'est important, c'est intéressant, parce qu'il faut qu'il y ait de la bonne polémique, histoire de mettre un peu de la 3D dans tout ça. Bon. À notre sens, le malaise n'est pas dans la police, point. Le malaise est dans le rapport entre la police et une grande partie de la population, même si j'entends bien qu'il y a des sondages qui existent. Mais très concrètement, il n'y a pas que les quartiers. Vous avez vu les mobilisations loi travail. Je vous rappelle au détour de ces mobilisations, parce que ce n'était pas anecdotique, y compris les façons de nasser les manifestants et les manifestantes, et qui répondent à des injonctions politiques par ailleurs, eh bien, parmi ceux et celles qui manifestaient ce jour-là, beaucoup avaient sans doute envie d'embrasser un flic après la chanson de Renaud suite aux attentats. Leur goût leur en est vite passé. Et concrètement, si on ne pose pas ici, dans ce salon, les problèmes tels qu'ils se posent concrètement, eh bien, on risque de repartir comme on est arrivé, c'est-à-dire avec un goût d'insatisfaction, voire d'amertume. Alors, je vais poser, à mon sens, le problème sous cette forme-là. Les violences policières ne relèvent pas de bavures ou de débordements, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, à notre sens. Ils révèlent en réalité des dysfonctionnements majeurs au sein de l'institution policière. Dire ça, ça ne veut pas dire que les responsabilités sont d'ordre individuel. Il y a évidemment des responsabilités politiques, elles ont été, entre autres, étayées par ce que vous avez dit précédemment. Le fait que, par exemple, Manuel Valls décide d'en finir avec un certain code de la déontologie pour mettre en place un autre code qui consiste rien d'autre à dire que la police, c'était déjà son cas, Bourdieu nous l'expliquait, Foucault nous l'expliquait, mais là, Valls nous l'explique à sa manière, brute de décoffrage. La police est là pour faire régner l'ordre social, certains diraient les désordres sociaux, c'est-à-dire tout ce qui va avec l'ensemble des dysfonctionnements à l'échelle de la société. Et les policiers ont cette injonction, en effet, ce rôle qui leur est destitué. Moi, je ne suis pas là. Il y a des syndicats de police qui font leur travail. En l'occurrence, il y en a un qui le fait sans doute beaucoup mieux que les autres. Et il y a d'autres syndicats qui sont très proches de la droite et de l'extrême droite. Et si je le dis comme ça, ce n'est pas pour faire polémique de manière stérile. Il y a eu des instituts de sondage, type le Cevipof ou l'IFOP, qui ont enquêté sur la manière dont votaient les policiers en France. Cette police républicaine. Alors attention, on prend avec des pincettes parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, évidemment. Parce qu'il y a l'histoire de cohorte, parce qu'on va chercher les sondages sur certains endroits où les gendarmes sont particulièrement concentrés, à Versailles, etc. Mais toujours est-il qu'on vote dans la police beaucoup plus massivement Front National ou Rassemblement National
qu'on ne le vote dans la population française. Le CEVIPOF, l'IFOP, un ensemble de sondeurs, sondeuses qui ont travaillé sur ces questions-là le montrent, et un ensemble de sociologues aussi. Le pire, ce sont les postures corporatistes. Parce que les postures corporatistes, et parfois peut-être, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je me dis que quand on travaille sur la police depuis tant d'années, et qu'on commence avec des policiers qui font le salut nazi, il est intéressant de savoir ce qu'ils deviennent et pourquoi est-ce qu'on fait le salut nazi. Je ne dis pas que certains ici sont atteints du syndrome de Stockholm, mais c'est important de comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne dans la police en interne. Pourquoi je vous dis ça? Pour ceux et celles qui vivent dans les quartiers populaires, pour dire clairement les choses, les Arabes et les Noirs dans les quartiers populaires, qui se font contrôler 1000 fois par jour, insultés, avec des palpations génitales, avec des touchés rectaux, des insultes à l'endroit de leur mère ou de leur origine ethnique, avec des coups de taser, des coups de flashball et des meurtres régulièrement. Eh bien, ce à quoi nous assistons, parce que, évidemment, toute la presse n'en rend pas compte, ce à quoi nous assistons, c'est une violence structurelle qui se traduit par le fait que, et je veux rendre ici un hommage à quelques collectifs qui sont ici, à des collectifs contre les violences policières, des lanceurs d'alerte qui ont levé la main pour dire attention, ce n'est pas possible que la police puisse tuer en toute impunité, mais pire que ça, que lorsqu'un jeune ou un moins jeune comme Aliziri Larmo, 69 ans, a été tué par la police, 27 hématomes sur son corps, dont l'un de 17 cm de diamètre sur la zone dorson lombaire, parce qu'il a subi, et c'est reconnu par les policiers eux-mêmes, une technique de pliage qui consiste à rabattre la personne. Non, je ne vais pas vous plier, mais je veux rendre compte de cette technique-là. Non, mais en même temps, il y a un mort au bout de l'histoire. Je veux rendre compte de cette technique-là qui consiste à étouffer la personne. Et Aliziri, ce que dira l'expertise médicale de l'Institut médico-légal en la sommité du professeur Lecomte, l'Institut médico-légal de Paris, il est mort suite à cette action mécanique. Le pire des choses, c'est que la procédure a duré le nombre d'années qui a été signifié, qu'il y a eu 3 juges d'instruction qui ont été changés les uns derrière les autres, et qu'à chaque fois, nous avons globalement abouti à un non-lieu. Nous sommes allés évidemment devant la Cour de justice européenne, et là, la Cour de justice européenne a condamné la France. Parce qu'on ne peut plus condamner les policiers, la Cour de justice européenne ne peut condamner que l'État. Et les policiers, aujourd'hui, sont en fonction et fonctionnent ou dysfonctionnent, si j'ose dire. Cette histoire est une histoire parmi d'autres, et de ce point de vue-là, ce qui nous fait dire que ce n'est pas une bavure. Si c'était une bavure, eh bien d'abord, ce serait relativement exceptionnel. Or, on a une inflation du nombre de morts. Je parle de personnes qui sont totalement désarmées, de personnes, je ne parle pas de ceux dans lesquels où les policiers peuvent être attentés à leur propre vie, évidemment. Je parle de policiers qui, lors de l'interpellation, ça se traduit par des morts. Eh bien, concrètement, la justice valide, les médias dont vous parlez, BFM, pour ne pas les citer, mainstream, ne sont rien d'autre que les relais des préfectures, donc nous avons beaucoup de mal à nous faire entendre, et les lois dont vous parlez, parce que les policiers seraient, semble-t-il, très fâchés que les lois ne leur conviennent pas, la dernière loi qui a été votée par l'ancien gouvernement socialiste, vous mettrez les mots que vous voudrez, ça a été la loi de présomption de légitime défense, je vais vite, mais globalement, c'est celle-ci, qui permet aux policiers de tuer, de tirer sur des personnes y compris, bref, de les aligner sur les droits des gendarmes. C'est une loi qui a été réactivée, qui renvoie à un décret, à une loi qui a été votée sous Pétain, à un moment où il fallait faire la chasse aux résistants, qui a disparu à la Libération et qui a été réintroduit au moment de la guerre d'Algérie et qui aujourd'hui est de coutume. Voilà pourquoi, à mon sens, ce n'est pas des bavures et c'est un vrai problème. Omar, voilà, vous êtes exprimé, vous voyez les antagonismes. À quel point ils sont profonds. Il y a un documentaire qui est passé sur France 3 la semaine dernière, Île-de-France, et que je vous recommande de regarder. Il est en replay sur le site de France 3, ça s'appelle « Police, illégitime violence » de Marc Ball. Et c'est un documentaire très équilibré sur cette question qui essaie d'interroger tous les interlocuteurs et sur cette violence ressentie dans la banlieue par l'institution policière. C'est une réalité. Il y a vraiment une violence. Et ce qui ressortait de ce documentaire, Police et légitime violence, le problème, c'est pas tant la violence, parce qu'on imagine bien que quand on a un flingue
Et quand on est face à des méchants, entre guillemets, ou des potentiels méchants, il peut se produire des accidents et des drames. Le problème, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui ressort du délit ou du crime, eh bien l'institution protège. Et il y a un esprit de corps qui fait que rien ne sort et que la justice ne passe pas. C'est pas ça le problème au final ? Alors, juste deux petites précisions. On ne sait pas ce que votent les policiers. Hein. Le sondage du Cevipof a été fait sur un échantillon non représentatif comprenant gendarmes, militaires et tout ce qu'on veut de moins de 200 personnes. Donc on ne sait pas ce que votent les policiers et les gendarmes. Et l'autre sondage où ils ont dit 52%, c'est une caserne de gendarmerie. Donc une fois de plus, pas la police nationale. Donc on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Et sur la présomption de légitime défense, également, ça c'est ce qui a été présenté dans les médias. Je vous invite à lire le texte sur Légifrance, qui dit que les conditions de base de la légitime défense n'ont pas changé et que ça donne quelques exemples. Par contre, ce que ça a fait, c'est beaucoup plus de confusion qu'avant. Parce qu'effectivement, la police nationale a été infoutue de nous former sur le nouveau texte en dehors de ce qu'on a pu voir à la télé. Ensuite, alors, sur la possibilité d'avoir des lanceurs d'alerte peut-être au sein de la police. Ensuite, sur le fait des violences, etc., oui, il y a des violences. Après, il faut faire le tri. C'est aussi une institution qui ne fait pas le tri. L'IGPN a communiqué cette année sur les blessés et morts par la police. Bonne chose. Le problème de la mauvaise chose, c'est qu'il n'y a pas le tri entre violence légitime en intervention et violence illégitime qui peut relever de la bavure. C'est-à-dire que dans le même panier, on peut mettre le cas qui a été cité, mais dans le même cas, est cité les gens qui ont été abattus pour fait de terrorisme. Donc je veux dire, si on veut faire un rôle pédagogique, faudrait-il encore dire dans quel cadre l'usage des armes a été fait. Ensuite, sur le documentaire, sur la plainte qui a été déposée. Donc ça a été reconnu, effectivement, que la police est coupable. Maintenant, il y a deux choses à faire. Soit on en reste là, parce que dans cette plainte, il manque un responsable. Et à notre sens, c'est le responsable principal, qui est nuisible à la fois pour la population et pour les policiers. Notre hiérarchie, notre institution n'est pas inquiétée. C'est-à-dire que les policiers de terrain ont été condamnés. Bon, en fait, ils ont fait des actes qui n'étaient pas normaux, ils assument. Le problème, c'est que demain, ces policiers sont des pions. Ils vont être remplacés par de nouveaux pions. Et notre institution va continuer la machine. Donc tant qu'on n'aura pas enrayé cette machine qui broie tout le monde, on n'aura rien changé du tout. Parce qu'en interne, nous avons une police qui enquête sur la police. À savoir que les policiers trouvent ça inadmissible. La population trouve ça inadmissible. C'est l'opacité la plus totale. La France a signé un code éthique de police européen en 2001, qui devait être appliqué dernier carat quand un pays prenait un nouveau code de déontologie. Ça tombe bien, en France, on l'a fait en 2014. Et dedans, il y a plein de choses pour les rapports police-population, dont la police n'a pas le droit d'enquêter sur la police. Et là, ça permettrait de débloquer quand même pas mal d'enquêtes, de regarder un petit peu ce qui se passe en interne. Parce qu'aujourd'hui, il y a un esprit de corps qui est un petit peu illusoire. C'est-à-dire qu'on veut, effectivement, on nous tient en interne. Mais on ne nous tient pas parce qu'on est solidaire forcément avec le voisin, mais parce qu'on a une hiérarchie qui sanctionne à tour de bras tous ceux qui osent dépasser la tête, qui pourraient aller contre leurs intérêts. Nous avons également un manque de formation. C'est comme dans l'éducation nationale, on envoie les plus jeunes fonctionnaires dans les quartiers les réputés les plus difficiles. Et on ne réagit pas de la même façon à 20 ans qu'à 30 ans ou à 40 ans. Certains services de la police nationale, comme le RAID par exemple, embauchent des gens qui sont pères ou mères de famille entre 30 et 40 ans, parce qu'ils ne vont pas réagir de la même façon qu'à 20 ans. On n'a pas les mêmes réactions, et l'expérience de la vie est quelque chose qui ne peut pas s'apprendre. Et en fait, après, sur les enquêtes, donc pour revenir très concrètement, donc la police n'enquête pas sur la police, ce sera déjà un premier point. Après, qu'il n'y ait pas un pouvoir disciplinaire utilisé de la police sur la police, ce serait un deuxième point, parce qu'on nous tait, on nous par un chantage interne, parce qu'on peut nous couper les vifs du jour au lendemain. Un collègue avait été révoqué de la police parce qu'il avait déplu à sa hiérarchie, 10 ans de procédure pour être intégré. Et quand il a été réintégré, qu'est-ce qu'a dit sa hiérarchie ? Nous sommes contents que ce collègue revienne, il nous a déplu il y a une dizaine d'années, qui est prêt à perdre le quart de sa vie professionnelle à nous attaquer devant un tribunal pour entendre raison. Et nous étions présents, et là ça rejoint qui c'est un problème institutionnel, et je vais rejoindre ce que disait Omar, je ne sais plus dans là. Du coup, ils nous ont dit, écoutez, on a d'autres quotas de nord-africains, maintenant il faut nous faire des gens de l'Est aujourd'hui en contrôle. Voilà, c'est très décomplexé. Et enfin, oui. Mais voilà, on était syndicalistes présents, ils savaient bien qu'on était contre ces pratiques. Donc je veux dire, on en est là. Et je vais donner un exemple très où les syndicats à l'heure actuelle, qui sont dits représentatifs et majoritaires, mangent dans la gamelle et sont aux ordres de l'administration. Un délégué d'unité SGP a dit sur un plateau de télé, Bamboula, c'est acceptable. Nous, ça nous a choqués. Nous estimions que normalement, c'est pénalement répréhensible. L'institution aurait dû faire un article 40, prévenir le procureur, telle personne, tout le monde sait qu'elle est policier, a parlé au nom de policier, et aurait dû être sanctionnée administrativement en interne, et une procédure pénale, un procureur et un juge auraient dû être saisis. L'administration n'a fait ni l'un ni l'autre.
Nous avons dénoncé des faits de falsification de chiffres. Nous sommes partie civile dans l'affaire Benalla. Nous dénonçons plein de choses. Et curieusement, nous, on est persécutés. On nous envoie à l'IGPN, on nous trouve des procédures pour diffamation. Donc une fois que cette institution qui joue la com gouvernementale, qui achète la hiérarchie, qui empêche les gens de s'exprimer à la base, parce que les policiers, quand on leur discute, ils n'ont qu'une envie en fait. Finalement, c'est de rentrer chez eux, c'est des pères, des mères de famille qui sont intégrés à la société. Malheureusement, l'institution organise le désordre chez nous, pour des primes, pour la com gouvernementale, pour opposer les gens. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une police qui serait vraiment liée à sa population. Donc à partir de là, il faut réformer en interne, et après on aura déjà fait un grand pas. Alors comment faire? Frédéric Cloquin, vous avez une grande expérience, une vision un peu extérieure des choses, même si peut-être que Stockholm vous guette. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ce malaise de la police, évidemment, on se dit bien que la police n'est pas la cause, n'est pas une cause de la violence, de l'insécurité, évidemment, c'est tout le contraire. On se doute bien qu'il ne suffisait pas de résoudre quelques problèmes internes avec la police pour régler les bavures, les accidents, mais au moins, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que cette police, en interne, elle est vraiment dans un mal-être total. Quelles seraient les solutions? On va passer avec vous trois maintenant peut-être à une partie, même si vous l'avez déjà un peu abordé, solutions, espoir, réforme à mener, changement d'état d'esprit. Moi, la chance que j'ai par rapport à mon voisin, le professeur, c'est que j'observe ce milieu-là depuis longtemps. Et donc, je voudrais vous apporter quelques éléments sur l'évolution des choses sur ces 30 dernières années. Non, la France n'est pas les États-Unis. Non, en France, les policiers ne tirent pas à vue sur les noirs. Non, on ne peut pas aborder les choses de cette façon-là. Si on non, voilà, il faut que vous lisiez les pages internationales de vos journaux pour vous rendre compte que ce qui se passe aux États-Unis, heureusement, on n'en est pas là. Donc ça, c'est le premier. Sans comparer avec les États-Unis, qui a un cas effectivement excessif, mais peut-être avec l'Espagne, avec le Portugal, avec l'Allemagne. Non, mais c'est pour ça. Non, mais on en est plus de transparence, peut-être dans d'autres pays. La police, voilà, ce que je voulais parler de ça, c'est le simple fait que ce syndicat, que mon voisin existe et qu'il l'ait créé, nous montre que la police a considérablement changé. Il incarne une nouvelle génération. Il a pu, même s'il a des ennuis, même si c'est compliqué, créer cette organisation qui existe, qui peut déposer des plaintes, qui peut... Et je trouve ça extrêmement intéressant que cette nouvelle génération prenne un peu du poids au sein de la police nationale. Moi, quand j'ai démarré, j'étais un peu, dans les années 80, effectivement, entre guillemets, spécialiste des bavures policières, parce que alors là, pour le coup, il n'a pas connu cette époque-là, mais je peux vous dire que pour le coup, on avait des policiers qui se baladaient bourrés sur la voie publique, qui sortaient avec leur flingue à la main, qui n'étaient pas... C'était pain béni pour les journalistes que nous étions, parce qu'il y en avait toutes les... Voilà, une fois par mois, on avait une bonne petite bavure qui nous occupait et qui nous permettait... Et à chaque fois qu'on enquêtait là-dessus, on butait sur effectivement des problèmes énormes de transparence sur cette police des polices qui était totalement tenue par les politiques. Et là, je peux vous dire que les lignes en 30 ans ont beaucoup bougé. Qu'aujourd'hui, on a accès à l'information, que grâce aux syndicats, notamment, moi je voudrais rendre hommage aux syndicats qui sont quand même un des moteurs de la transparence dans la police, on a accès à énormément d'informations et quand il y a des dysfonctionnements, moi journaliste, je peux vous dire que je suis au courant, je les ai en main très rapidement et nous les dénonçons sans arrêt. Donc on peut faire le boulot parce que justement il y a une génération qui parle, qui a pris la parole et qui ne veut pas forcément tout cela. Et la police a aussi changé. Il faut aussi regarder ça sociologiquement. Je trouve ça extrêmement important. Moi, je raconte une scène comme ça dans ce bouquin où on a un équipage qui se balade du côté de Barbès avec à bord de la voiture 4 policiers. Alors, il y en a 2 qui sont de bons Gaulois. Il y en a un qui est d'origine maghrébine et l'autre qui est black. Ils sont tous les 4 policiers. Cette police-là, je la découvre aujourd'hui parce qu'elle est... La police s'est renouvelée sur le plan sociologique, a intégré les jeunes des quartiers. Et cet équipage se retrouve donc dans un quartier populaire, je crois que c'était du côté de Barbès. Et tout d'un coup, il y a les 2 policiers qui sont devant, qui commencent à déconner entre eux, à parler... Non, c'était pas le terme de bamboula, qui est un terme un peu vieillot et un peu d'autrefois, mais ils utilisent des mots
assez malvenu pour qualifier donc des Noirs et des Arabes qui voient là sur le bord du trottoir. Et puis derrière, à un moment donné, il y a les deux autres collègues qui leur disent « Non mais attends, tu veux que je descende de la voiture? T'as vu qui je suis? T'as vu qui j'étais ?» Il y a le débat qui démarre dans la voiture. Et je trouve que... Et au bout du compte, ils vont longuement discuter dans cet équipage. La voiture, c'est quand même un endroit où les policiers peuvent discuter. Et ils vont pouvoir, dans les semaines qui suivent, continuer à sortir tous les 4 ensemble. Et je pense que les 2 qui étaient assis devant ont compris qu'ils étaient en train de déconner, quoi. Et qu'il fallait arrêter. Et que maintenant il fallait peut-être qu'ils portent un autre regard sur l'autre, parce que l'autre était chez eux. Et je trouve que ça, ce sont des choses, des évolutions entre la transparence dont j'ai parlé. Le fait qu'aujourd'hui, la police des polices est un petit peu moins. Si vous saviez comment elle était tenue à l'époque, dans les années 80, mais c'était absolument incroyable, quoi. Il n'y avait aucune marge de manœuvre. Aujourd'hui, elle a une marge de manœuvre. Aujourd'hui, la patronne de la police des polices fait une conférence de presse. Ça fait 4 ans qu'elle le fait, une fois par année, pour dénombrer publiquement le nombre de violences policières. Donc la police a évolué, mais ceux qui détestent la police, eux, ne peuvent pas évoluer parce qu'ils sont enfermés dans cette image, un peu comme Yann Moix. Si, quoique, Yann Moix, donc, enfermé dans cette détestation de la police, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la télévision hier soir, c'est confondu en excuses, en direct, dans la même émission dans laquelle il avait chié sur les policiers qui étaient face à lui. Il s'est excusé hier en disant que le vocabulaire n'était pas bon, que en fait, il fallait sortir de cette détestation qui finalement n'avance rien. De cette haine anti-flic à laquelle doit répondre une autre haine, pourquoi pas. Moi, journaliste, j'ai la chance justement de ne pas être enfermé ni dans l'un ni dans l'autre, et de volontairement, c'est ce que j'ai fait pour écrire ce livre, volontairement laisser à la porte toutes les approches strictement idéologiques de la police pour regarder les choses en face. Voilà, d'ailleurs, je t'invite à lire le livre, justement pour essayer de regarder les choses au-delà, d'enlever ces lunettes trompeuses et trop idéologiques qui, finalement, ne font pas avancer le débat. On a bien compris, de toute façon, il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. La situation est beaucoup plus complexe. Omar, bien sûr, Omar Sloti, est-ce qu'il y a quand même un espoir? Parce qu'effectivement, il y a une évolution sociologique, ne serait-ce que effectivement, de la population policière. Il y a une transparence qui se développe. Votre comité a obtenu, au bout de 9 ans, un résultat, mais il l'a obtenu, finalement. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un espoir? Est-ce qu'il n'y a pas des ouvertures possibles pour l'avenir? C'est limpide. C'est limpide. Notre comité a eu raison au bout du bout, après tant d'années de procédure, mais pas au niveau de l'État français, pas au niveau de la justice française, mais au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça en dit long. Bravo l'Europe et le Conseil européen. Oui, ça en dit long sur le degré de résilience de ces collectifs qui sont mis en place. Alors moi, je voudrais dire ici que, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de haine ou d'amour. Ce n'est pas un problème de haine ou d'amour. Si c'était que ça, ce serait de l'ordre de l'émotionnel, on laisse les émotions de côté. Le problème qui se pose, parce que moi je vous invite à chausser certaines lunettes pour le coup. Quand on a, sur l'affaire Adama Traoré, ou sur l'affaire Ali Ziri, suite à l'interpellation de ces 2 messieurs, parce qu'ils me viennent en tête, il y a une première expertise médicale. Cette expertise médicale, à chaque fois, conclut au fait que ces messieurs-là sont morts parce qu'ils avaient le cœur trop fragile. Ali Ziri, il était atteint, nous dit-on, d'un cœur extrêmement développé, cette maladie qu'ont parfois les footballeurs, vous savez, qui font des arrêts cardiaques sur le terrain. Hypertrophie cardiaque, nous dit-on. Suite à cela, la police nous dit la chose suivante, c'est très clair. La police, je ne l'invente pas, mais c'est répété, c'est récurrent. Elle dit, écoutez, nous, on connaît les rites chez les musulmans et les musulmanes. Il va falloir maintenant l'emmener, donnez-nous le passeport de ce monsieur-là, parce qu'on va l'envoyer vers le bled, vers l'Algérie en l'occurrence, pour l'incinérer. Évidemment, vous comprenez ce que ça signifie. Ça ne signifie pas de contre-expertise, encore moins celle qui va venir après de l'Institut médico-légal. L'idée, c'est de disparaître les preuves objectivement posées. Or, ce que nous avons là, si ce n'était que l'affaire Ali Ziri, on voit que c'est récurrent sur un ensemble d'affaires de violences policières. C'est un problème. Donc il faut se battre pour plus de transparence. Donc la fameuse transparence dont vous parlez, Yassine Bouzrou, que vous avez mis sur l'affaire Benalla,
est quelqu'un qui travaille sur l'affaire aussi d'Adama Traoré. Travaille justement sur ces questions d'expertise médicale actuellement. Parce que nous avons justement un gros problème de transparence. Tout ça nous fait dire qu'en ce qui nous concerne, il ne s'agit pas d'aimer ou de détester tel corps de fonctionnaires, que ce soit des enseignants, des policiers ou autres. Mais la question se pose, elle est la suivante. Lorsqu'il y a des pédophiles dans le corps enseignant, qui est un milieu qui va attirer évidemment les pédophiles, parce que justement, ils sont matériellement en contact avec ceux et celles qu'ils convoitent comme des prédateurs et des prédatrices, des prédateurs en général. Les syndicats enseignants seraient très malvenus de se solidariser de quoi que ce soit de cet endroit-là. La justice serait très malvenue de ne pas condamner au regard des faits objectifs posés à l'égard de ces enseignants-là. Or, quand on regarde la réalité, et je pense que ça dessert la police à terme, pour les raisons que vous avez dites, la justice devrait absolument condamner en toute transparence et sans passer par la police des polices, autrement dit qui est partie liée à la Donc police, des qui enquête sur la exclusions, police. des exclusions de policiers Mais quand ils sont ce qui a été dit condamnés. par exemple certaines affaires, des sanctions, etc. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pourrais parler pendant très longtemps des violences faites dans les quartiers et vraiment il faut chausser ces lunettes-là pour avoir un regard objectif et pas recueillir quelques soixantaines de témoignages. On en a plus de 300 en ce qui nous concerne, rien que dans les quartiers sur Argenteuil. Mais écoutez-moi bien ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Puisqu'il s'agit de parler du malaise dans la police, la première cause de mortalité des policiers, je me retourne vers vous, c'est laquelle? Quelle est la première cause de mortalité? Ça tombe bien, je voulais en parler, mais comme ça va être très fait, Oui. c'est cette année, dans la police nationale, la police a poussé au suicide 15 fois plus de personnel que les policiers qui sont morts face à des criminels. Donc la première cause, c'est le suicide. Alors voilà le problème. Les gens vont faire croire que la première cause de mortalité des policiers, ce sont les terroristes. Ben, on se détend, le terrorisme, on le condamne tous ici, calmez-vous, il n'y a pas de... D'accord? C'est bon, tout va bien là. Hein, mais la première cause de mortalité des policiers, c'est évidemment le suicide qui monte, qui traduit un malaise. Et j'estime en tous les cas que les journalistes devraient se pencher sur les dysfonctionnements qui amènent à cette cause-là. Et je pense qu'il y a justement des personnes qui se retrouvent en opposition par rapport à la déontologie avec laquelle ils rentrent justement dans la police, et y compris parce que c'est une institution qui doit être critiquée de l'intérieur. Y a-t-il de l'homophobie dans la police? Oui. Y a-t-il du racisme dans la police? Oui. Y a-t-il du sexisme dans la police? Oui. Évidemment, il y en a partout. La question est la suivante. Est-ce qu'elle est combattue à l'intérieur? Et là, je m'arrêterai là-dessus parce que, au bout d'un moment, c'est pas parole contre parole. Je vous invite à aller voir ce documentaire dont vous faisiez référence, de Marc Ball, je n'écorche pas son nom, Marc Ball, je crois, qui s'appelle Violence illégitime. Et vous verrez des policiers témoigner de dos parce qu'ils ont peur des représailles, parce qu'ils estiment qu'il y a des représailles, ils expliquent pourquoi. Et un policier qui justement fait un travail sans doute comme le vôtre et qui dit il y a peut-être 20% de policiers qui ne sont pas terminés complètement sur les questions d'égalité de droits, de république, enfin tout ce qu'on peut vouloir dire, c'est quand même à peu près 30 000 policiers environ. Et il suffit de ces 20%-là, c'est le chiffre qu'il avance, je ne sais pas d'où il sort, mais il suffit que 20% foutent la merde et que les 80%, parce que c'est l'omerta, aient du mal à contester, si ce n'est quelques-uns. Mais vous avez vu les répressions qu'ils ont à leur endroit, aussitôt qu'ils lèvent le doigt en disant « c'est pas comme ça qu'il faudrait faire », eh bien on a toutes les raisons de croire et de penser que la police va continuer à dysfonctionner et à traiter des catégories de la population comme des sous-citoyens, parce que c'est ce que nous vivons, nous, dans les quartiers populaires. Une réponse, Alexandre Langlois, et après, on passe aux questions. Et on passe après à vos questions. Une réponse, parce que vous avez pris le micro, donc c'est que vous vouliez répondre à cette intervention. Il y avait juste une petite chose, c'est qu'on nous confond souvent avec les gendarmes, donc notamment l'affaire Adama Traoré, c'est la gendarmerie qui est gérée par le Code de la Défense et militaire, donc qui n'est pas du tout une force civile. Donc ça, c'était la petite réaction sur la chose. Après, sur elle, je suis content parce que on a parlé des institutions qui dysfonctionnent, et ça, c'est ce qu'on dénonce depuis pas mal de temps. Et je voulais, effectivement, chez nous, il y a des homophobes. Il y a une association qui s'appelle FLAC qui lutte pour ces discriminations-là. Et je vais donner un exemple, parce qu'on nous dit sur le racisme dans la police, il y en a aussi. Un de nos collègues, d'ailleurs, qui s'est suicidé, parce qu'il se faisait traiter de banania régulièrement par son commandant de compagnie en CRS. Et la justice a complètement débloqué, parce qu'il y a eu un déni de justice, carrément. Ils n'ont même pas fait la procédure, ils ont dû relancer. Voilà où on en arrive. Donc en fait, tant qu'on n'aura pas lancé le débat sur l'institution à réformer dans son ensemble,
les policiers continueront de se suicider, des gens continueront d'être maltraités à côté, à cause d'une minorité qui donne une très mauvaise image, parce qu'il est toujours facile de mettre en avant la minorité qui pose problème, plutôt que tous ceux qui font leur travail convenablement et de façon sérieuse. Et c'est ce qu'on dit à l'approche des européennes. Si le code éthique de police européen était appliqué en France, je pense que si toutes les préconisations étaient mises en place, il y aurait déjà pas mal de choses qui seraient réglées. Et nous avons une pensée donc pour Maggie Biskupski, qui était la présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère. On en a parlé plusieurs fois et évoqué sa situation. Elle avait 36 ans, elle travaillait à la BAC des Yvelines. Elle avait fondé donc cette association après les attaques de Viry-Châtillon en 2016. Et elle s'est suicidée à son domicile avec son arme de service lundi dernier. Une marche blanche aura lieu place du Trocadéro le samedi 24 novembre. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je ne sais pas s'il y a un micro, en fait. Comment ça se passe ? Il y a un micro ? Oui. Ah. Alors, on va vous apporter. Il y a quelqu'un devant. Voilà. Monsieur. Voilà. Puis après, il y aura quelqu'un devant. Oui. Alors, il me semble que on a une police qui, dans ses défauts, puisqu'on parle de ses défauts, correspond à la société dans laquelle nous sommes. On est dans une société qui est une société marchande, qui est une société de la domination de tous par quelques-uns, qui engendre une violence qui est colossale. Il y a des méthodes de manipulation pour manipuler les enfants et les adultes. La publicité, c'est du lavage de cerveau. Il y a la gestion du personnel, à propos de laquelle j'ai lu, au moment où on se suicidait à France Télécom, j'ai lu dans le Figaro, c'est la mode de se suicider à France Télécom. Et dans les Échos de M. Bernard Arnault, il était dit, il faut bien reconnaître que les méthodes de gestion du personnel depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis 1987, ne sont que des méthodes de coercition et de manipulation déguisées. Alors quand on fout la pression sur tout le monde, dans les entreprises, quand on manipule le cerveau des enfants avec la publicité a un budget comparable à celui de l'éducation nationale. En 2007, c'était 55 milliards pour l'éducation nationale, 40 milliards ou 35 milliards pour la publicité. Donc c'est comparable. Les méthodes de gestion du personnel, la communication en entreprise pour manipuler le cerveau des employés, la communication en général qui n'est pas de l'information, qui ouvertement essaye de manipuler les gens en les influençant avec des arguments qui sont mensongers. Eh bien, tout cela fabrique une société, la société du profit. Profiter de son prochain, c'est la société marchande. Profiter de son prochain, c'est la société entrepreneuriale, des premiers de cordée, qui exploitent les autres. Et plus on a d'employés, en général, plus on est riche, comme du temps des esclaves. Alors, il ne faut pas s'étonner que les policiers ne soient pas des saintes nitouches et qu'ils sont comme ils sont. On pourrait espérer qu'ils aient une formation citoyenne plus poussée que celle du citoyen moyen, et je pense qu'ils l'ont. Mais on est dans une société, si on veut que ça aille mieux, il faut s'en prendre un peu à tous les problèmes à la fois. Je sors du débat sur le sport, c'est pareil. On dit qu'il y a du dopage et des trucs, mais le sport est un commerce comme les autres. Alors, on ne va pas faire le débat sur le sport. Allez, réaction suivante. Quelqu'un devant poser. Voilà, le jeune homme. Moi, je me demandais, en tant que citoyen lambda, on peut faire quoi pour pas forcément redorer l'image, parce que redorer, ce serait, sans masquer, juste mettre les faits sur la table, en parler autour de nous. Comment est-ce qu'on peut amener ce sujet-là à se répandre, en fait, et surtout dans une société où, comme vient d'en parler ce monsieur, on voit des phénomènes de propagande, des dérives de l'État, notamment au niveau de l'exécutif certaines fois, dans les manifestations, comme avec la mafia corse pendant des années sous De Gaulle. Comment est-ce qu'on peut faire pour discerner le vrai du faux et faire partager les idées qui vont dans le bon sens, à savoir qu'on s'entende bien en société et que les policiers retrouvent leur place de défenseurs des citoyens et que les citoyens les respectent pour ça. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un débat ouvert entre les policiers et les citoyens ? Discutons.
Alors c'est possible, je vais faire de la pub pour une association qu'on a soutenue qui s'appelle Policiers et Citoyens, qui rassemble des gens du coup, à la fois de la police et citoyens, et qui avait fait un pied de nez à Nicolas Sarkozy, 2 fois de suite, mais la première fois sous le patronage de Lilian Thuram, quand Sarkozy avait dit les policiers ne sont pas faits pour jouer au football avec la population. Du coup, cette association, sous le patronage donc, de Lilian Thuram, avait organisé un match de foot entre policiers et citoyens. Donc c'était quelque chose où les gens ont pu discuter avec chacun sa vision de la situation, son prisme, essayer de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à se comprendre. Et de voir en fait qu'en général, c'est parce qu'on a des politiques qui veulent creuser un fossé entre la police et la population, nous déshumaniser, nous couper du dialogue qu'on peut avoir normalement avec la population. Donc ça, c'est un premier pas, parce que là, tout le monde est ensemble à discuter sur des choses, voilà, avec ce petit pied de nez qui nous avait fait rire. La deuxième chose aussi importante, c'est que, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, dans le code de déontologie que M. Valls nous a mis en 2014, il a fait des policiers des sous-citoyens. Parce que nous avons une loyauté envers notre hiérarchie et donc comprendre le président de la République. Et nous n'avons pas le droit d'exprimer librement nos opinions comme on le voudrait. C'est-à-dire que grosso modo, on doit dire comme on pense. Et même plus loin, on a eu un autre lanceur d'alerte dans la police nationale, le commandant Philippe Pichon, qui avait dénoncé les dérives du fichier STIC qui étaient complètement inefficaces et truquées. Et lui, il a carrément un courrier en disant le devoir de réserve limite votre liberté d'opinion et de pensée. C'est-à-dire qu'en fait, on lui disait même plus, c'est même plus l'expression qui a été mise en cause, c'est ce qu'il devait penser. Et la limitation de notre liberté d'expression, et comment ça a été rédigé, c'est un copier-coller d'un des articles du Code de la fonction publique de Vichy. Ça veut dire jusqu'où on va de la fonction publique de Vichy. Donc en fait, c'est redonner la parole aux policiers, les remettre en tant que citoyens dans la cité, et après des associations comme policiers et citoyens qui permettent de mettre tout le monde autour d'une table de façon décomplexée et de discuter, parce que c'est par le dialogue qu'on avance. Allez, Frédéric Ploquin, vous voulez réagir aussi sur cette intervention? Dire d'abord une remarque sur la première intervention, de dire qu'effectivement, moi c'est ce que j'ai toujours constaté, que les policiers sont totalement à l'image de la société, et que vous avez dans la police tout ce que vous pouvez trouver dans la société française, vous le retrouvez dans la police. Vous avez un vote d'extrême droite, il ne concerne pas que la police, il concerne la société française au premier chef. Vous avez une colère dans la société française ces jours-ci. Vous avez avant les policiers qui ont eux aussi exprimé leur colère. En fait, les policiers et la société sont totalement en phase. Mais vous avez, et c'est là où je réponds à ce que vous venez de dire, vous avez quand même un problème qui est l'impossibilité de s'exprimer publiquement pour les policiers. C'est-à-dire que vous avez ce fameux devoir de réserve qui fait que la prise de parole publique et le fait d'aller à la rencontre du citoyen n'est pas autorisé, et que celui qui le fait, c'est pas seulement qu'elle n'est pas autorisée, c'est que celui qui le fait, malheureusement, se fait souvent sanctionner. Et ça arrange probablement nos politiques qui, depuis toujours, ont voulu une police coupée des citoyens. C'est là où vous devez vous emparer de cette question. C'est que le politique a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de canaux de circulation de l'information entre les citoyens et la police pour pouvoir utiliser la police à sa guise. Et c'est là où moi j'estime que nous, journalistes, devons jouer un rôle véritablement de lanceur d'alerte, d'une certaine manière. C'est que nous avons la possibilité, quand nous sommes spécialisés comme je le suis, d'avoir des contacts à tous les niveaux de la police pour faire sortir ce que l'institution ne veut pas sortir, pour dire publiquement ce que les politiques ne veulent pas exprimer. Et là, nous devons, nous, pleinement jouer ce rôle-là, en essayant de garder notre sang-froid et de ne pas, justement, tomber dans un certain nombre de travers excessifs, mais simplement de faire notre boulot. C'est ce que je fais au quotidien, justement, d'aller briser ce mur du silence institutionnel, en fait, pour que les choses soient dites et sues. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et à chaque fois que moi je peux, même citer anonymement, je suis obligé de les citer anonymement, parler des gens qui témoignent de dos tout à l'heure, ces policiers, je le fais, et ils sont de dos dans nos films et dans nos articles, tout simplement parce que nous souhaitons les protéger, et que le journaliste ne ferait pas correctement son travail s'il ne protégeait pas ses sources. Donc effectivement, nous les protégeons.
et à cause de ce fait, de ce silence dans lequel ils sont plongés. Et si vous voulez, il n'y a aucune, entre guillemets, bavure qui serait à ce point-là explicitée, parce qu'elles sortent toutes. On sait tout au bout du compte. Rien ne se ferait si nous n'avions pas, nous, à l'intérieur de la police, des gens comme moi, des contacts avec des gens qui veulent que ça sorte. Donc c'est là où on fait, bon, c'est une œuvre un peu citoyenne, de journalisme un peu citoyen. Nous faisons tout sortir. Dès que nous avons des témoignages, nous les sortons, corroborés évidemment. Parce qu'à chaque fois, il faut pas se contenter d'une source, il faut essayer de vérifier les choses. Donc là, je pense qu'on peut faire bouger les choses, mais le face-à-face citoyen-policier, il sera toujours très compliqué à orchestrer, parce que pendant 20 ans, bon, je ne parle pas de l'époque gaulliste, où là, vous aviez une police qui, pendant un quart de siècle, a été volontairement, totalement, alors là, retranchée, coupée de la société. Puis après, vous avez un mouvement vers de rapprochement. Et là, vous avez Nicolas Sarkozy qui est arrivé et qui a dit « Je coupe tout. Moi, je veux des policiers retranchés dans des châteaux forts. Je veux fermer tous les commissariats de proximité. Je veux couper toutes ces relations qui s'installaient dans les quartiers et qui permettaient à la parole de circuler, qui permettaient aux jeunes de dire aux flics « Non, mais ça ne va pas comment vous nous traitez, comment vous nous contrôlez. » Il y avait des échanges là-dessus. Et le jour où il n'y a plus d'échanges, c'est là où ça ne marche plus. Et le politique est contre. Donc il faut pousser le politique à restaurer ces échanges et à permettre à des lieux de communication d'exister de manière à sortir de cet affrontement stérile. Rapidement, oui, puisque... Oui, non, mais pour répondre aux questions qui ont été posées, à égalité de ceux et celles qui sont à cette tribune, parce que je ne suis pas là pour faire, et j'entends bien, c'est pas votre propos, un supplément d'âme. Alors, non, j'entends bien, c'était pas votre... Non, donc, vraiment à égalité. Juste dire 2-3 choses sur ce que vous avez dit, monsieur, et ce que vous avez dit, monsieur, et voilà à peu près, je crois, voilà. Sur le fameux que faire. Je ne pense pas, comme mon confrère ici de droite, collègue de droite ici, que la police est à l'image de la société. Je ne pense pas. Je ne pense pas, et pour étayer mon propos, l'État français a été condamné à 2 reprises pour contrôle au faciès. Il a été condamné à 2 reprises. Il y a eu une première condamnation. Sous l'époque de Valls, il y a eu un appel. Il y a eu recondamnation derrière. Autrement dit, la police française contrôle au faciès. Le jour où vous verrez dans d'autres corps de fonctionnaires, l'État français, par exemple moi qui suis enseignant, que les copies sont corrélées, les notes sont corrélées à l'origine. Attention, voilà, n'en perdez pas en même temps. Oui, votre équilibre, voilà. Et voilà, c'est encore à cause de moi, vous voyez comment ça se passe. C'est récurrent, il faut trouver le bouc émissaire. Bon, alors, donc l'idée, la suivante, c'est que je crie parce que j'y mets la dose émotionnelle qui est rattachée à toute la douleur, qui est consubstantielle à ces combats qui sont invisibilisés. Je dis simplement que si d'autres corps de fonctionnaires avaient été condamnés à plusieurs reprises pour discrimination, ça se saurait. Non, la police a été condamnée pour contrôle au faciès et pour autant, au jour d'aujourd'hui, elle continue à faire la même chose. Voilà, alors au que faire? Je vous invite à respecter, monsieur, la circulaire, permettez que je me la raconte un peu, 2008-8433 du 23 décembre 2008 qui vous autorise à filmer les interpellations de la police. Vous avez le droit de filmer la police lorsqu'elle interpelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes les histoires dont mon collègue de droite parle de transparence, toutes les histoires concernant les violences policières, y compris Théo qui a été violé par une matraque, toutes les histoires de violences policières ont pu particulièrement voir le jour parce que des jeunes et des moins jeunes ont posé un téléphone portable sur ce qu'ils voyaient. Autrement dit, c'est ce que Black Lives Matter, de l'autre côté de l'Atlantique, nous enseigne. Filmer la police quand elle travaille, ça fait partie des droits des citoyens. Et la deuxième chose par rapport à cette histoire de football, je vous invite, s'il vous plaît, écoutez-moi tous, on peut jouer au football avec les flics, et les flics c'est pas péjoratif, avec la police. Ça, tu peux même prendre ton pied quand tu es jeune à courir derrière un policier, pour une fois dans ta vie, ça peut être pas mal. Mais le fond de l'affaire ne change pas, parce que c'est ce qu'a soulevé monsieur tout à l'heure au fond. On est dans un système profondément inégalitaire, où les quartiers populaires, là où il y a des taux de chômage extrêmement importants, des taux de discrimination très importants, des taux d'échec scolaire, dont l'institution scolaire a une responsabilité première, font que plusieurs jeunes sont en déshérence totale et mettent en place un système D, un système de la démerde, et notamment de vente du cannabis par exemple. Eh bien, c'est ça qui fait problème en réalité, c'est qu'il y a des tensions sociales très fortes du fait des inégalités sociales et de la non-répartition des richesses. Et ce débat-là est intimement lié justement à la répartition des richesses qu'il faut poser aussi à un moment donné. Et ça doit passer évidemment, à mon sens, par la légalisation du cannabis. Parce qu'aujourd'hui,
vous pourriez témoigner de ce qu'il en est ce que ça veut dire faire du bâton, c'est-à-dire faire du chiffre, où on va interpeller des jeunes parce qu'ils fument un joint. On est très content parce que c'est une affaire qui est résolue. Enfin, il pourrait vous donner les détails. Concrètement, c'est ce qui est en train de se mettre en place autour du cannabis. Et donc la légalisation du cannabis, rien que ça ferait du bien. Mais évidemment, les politiques ne veulent pas le mettre en place. Pour les raisons qui ont été dites ici, il s'agit de mettre une césure entre certains quartiers et la police et de construire un ennemi intérieur en continu. Les Arabes, les Noirs, les pauvres, les Roms, bref, les femmes de familles monoparentales, tous ceux qui sont reclus dans ces quartiers populaires pour en faire des ennemis intérieurs. Autrement dit, ce débat-là est un débat éminemment citoyen. On ne peut pas s'en sortir sans la répartition des richesses, la légalisation du cannabis, mais à très court terme, il faut filmer la police. Et nous avons eu effectivement cet après-midi un débat sur la prohibition des drogues. Alors une autre intervention, il nous reste une petite dizaine de minutes. Oui, moi je voulais vous dire que j'étais d'accord avec le contrôle au faciès. Un jour, j'étais dans le métro, à l'entrée du métro. Moi, la vieille dame, il y avait une blondinette à côté de moi et un vieux monsieur. Ils arrêtaient comme par hasard, les gens un peu bronzés, tout. Au bout d'un moment, j'ai dit aux policiers et contrôleurs, mais dites voir, pourquoi vous ne me demandez rien ? Mais est-ce que ce serait un contrôle au faciès ? Alors il m'a regardé, vous la vieille ou presque, bon. Et puis comme il les a vus, il y avait un autre monsieur et puis la blondinette à côté de moi, là ça faisait 3 personnes, alors du coup ils sont partis. Alors je voudrais savoir, est-ce qu'on leur demande des résultats sur les contredanses ou quoi ? Parce que là, c'était vraiment un contrôle au faciès. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que... chose, oui. La deuxième chose, j'ai eu l'habitude des ambassades et tout ça. Oui. Et je peux vous dire qu'il y a des gens que je connais très haut placés, dont certains sont incapables de prendre le métro. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens ? Nous sommes des microbes. Ceux qui veulent monter sur des estrades, c'est pas forcément les meilleurs. Vous n'imaginez pas, ils nous regardent comme des microbes. Je connais quelqu'un qui n'est incapable de prendre le métro, d'être avec tous ces gens. Mon Dieu, quelle horreur! C'est celui des transports. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand même au point de vue des informations, vous ne savez rien. Je vais vous répondre rapidement. Donc pour le contrôle, oui, parce qu'en fait, tant qu'on sera géré par statistiques, il y a plus de statistiques à faire un étranger en situation irrégulière quand la personne est de couleur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même on était présents, ils n'avaient aucun scrupule à dire on a notre quota de gens de l'Est, faites les Nord-Africains pour cette semaine. Donc tant que la hiérarchie sera à donner des ordres comme ça ne marchera pas. Et pour le RER, je raconte une petite anecdote, c'est quand M. Hortefeux avait mis son plan transport en commun, il était venu vérifier la véracité que ça fonctionnait bien, il a pris le RER à 15h à côté de Saint-Germain dans le RERA. Voilà, donc forcément tout allait bien. D'accord, oui, alors il y a plusieurs questions. Oui, monsieur, je voulais évoquer le rapport entre la justice et la police, parce que je fais partie de ceux qui habitent à Argenteuil et qui ont suivi. J'ai vécu à peu près 30 ans à HLM et depuis quelques temps j'habite à 100 mètres de la cité Champagne dans un petit pavillon. Donc j'ai pas seulement des lunettes comme vous avez l'air de dire, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que si il y a ces choses que certains appellent les bavures et que nous on considère, un certain nombre d'entre nous considèrent que ça devient systémique, c'est pas par hasard. Hein. Et sur le plan des chiffres, on sait qu'il y a les contrôlés, ce sont principalement des Noirs. Les chiffres sont là, les statistiques le montrent. C'est 6 fois plus de contrôles chez les Noirs que chez les gens qui sont comme moi blancs. D'ailleurs, je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Et surtout, si on prend de l'âge, on a moins de contrôles. Et il s'avère que si certains se permettent dans la police de faire ce que certains appellent des bavures, c'est pas par hasard. C'est parce que la justice ne fait pas toujours son travail. Moi, j'ai appris beaucoup en suivant cette affaire des IRI qui dure depuis 9 ans bientôt. Hein. J'ai été éduqué dans l'idée que la justice était indépendante. Et j'ai appris que c'était pas le cas. Et la meilleure preuve, c'est que dans le cas de figure de M. Aliziri, mais aussi dans d'autres, la justice n'a jamais répondu, n'a jamais repris les témoignages des policiers, n'a jamais reconstitué la situation, n'a jamais interrogé les témoins et n'a jamais visionné la caméra de surveillance du commissariat de police d'Argenteuil.
Donc là, il y a un vrai problème. Et si aujourd'hui, la police n'est pas condamnée, c'est parce que la justice a donné régulièrement des non-lieux. Merci. Une autre intervention. Alors, par là, dans l'autre partie de la salle, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main devant, par exemple. Il nous reste quelques minutes. Une question simple. Parlez bien fort. Une question assez simple. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés au contrôle au faciès. Est-ce que la solution, ce serait pas tout simplement d'arrêter la pratique des contrôles d'identité qui n'ont pas beaucoup d'intérêt en soi? Alors, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut faire ça? Arrêter les contrôles d'identité alors nous, pour tout le monde. C'est-à-dire que totalement arrêter les contrôles d'identité. Nous, on avait des propositions à faire. À chaque fois, on pense que si on veut qu'un projet aboutisse, il faut le présenter de la façon la plus large possible pour avoir la plus grande adhésion possible, et pas sous un prisme particulier. Tant que le projet sera présenté comme contrôle au faciès, il y aura un blocage pour une bonne partie des gens et quasiment tous les policiers. Maintenant, on dit que quand il y a un contrôle de police ou un contrôle routier, qu'on ait un récépissé pour dire qu'on a été contrôlé. C'est utile à tout le monde. Et ça permet de faire les choses. Je dis, moi, ma femme a été contrôlée une fois sur un contrôle routier. Bon, très bien. Elle est arrivée en retard au travail. Qu'est-ce qu'elle a pu donner comme preuve qu'elle était en retard? Rien du tout. Et après, il faudrait un petit peu réformer de façon plus générale le cadre de contrôle d'identité. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y a aussi beaucoup de contrôles. Donc le récépissé serait quelque chose, mais de façon plus large, présenté en disant que c'est un document administratif qui explique pourquoi nous avons été retenus et qui sert de justificatif. Et la deuxième chose qu'on aimerait bien en contrepartie, par contre, c'est que chaque personne ait une pièce d'identité sur elle, quelle qu'elle soit. Parce que en France, on n'est pas obligé d'avoir une pièce d'identité sur soi également. Donc si jamais c'était réformé de ce côté-là, il y a peut-être à certains moments, ça permettrait de dire, vous avez une pièce ou pas? Oui, bon, c'est réglé, on a votre nom. Vous en avez pas, on vous ramène au poste, c'est réglé également. Et ça apaise les tensions. Voilà, c'est deux choses. Il y avait une petite chose, je voulais dire tout à l'heure sur le devoir de réserve, je ne sais pas Cassier qu'on a parlé. Voilà, le devoir de réserve n'existe pas dans la loi, ça n'existe que dans un décret. Et petit rappel, c'est M. Anicet Leport qui avait fait la loi en 83 sur la fonction publique, et qui est a priori le plus à même pour expliquer l'esprit de sa propre loi, qui a dit j'ai mis le secret professionnel, le respect de la vie privée, etc., mais pas le devoir de réserve, sinon ça veut dire que vous n'auriez pas le droit de critiquer la fonction publique, donc ça veut dire que vous ne pourriez pas apporter des améliorations et dire ce qui ne va pas à la population. Une dernière intervention, oui. Dernière question, oui. Là, oui, monsieur a le micro. Je suis désolé. Il est bientôt 18h. Oui, attendez, allez, monsieur. Parce que sinon je ne vous vois pas alors. Parlez bien fort. Oui. Parce Donc j'ai entendu, oui, chez vous beaucoup de. Enfin, c'est vrai qu'il y a des discriminations en France. Bon, la société elle est assez hypocrite là-dessus. Bon, c'est vrai que c'est plus difficile de trouver un travail. Si vous habitez Argenteuil, si vous êtes maghrébin, c'est tout à fait authentique. C'est vrai que. Est-ce que ça justifie pour autant quand même une radicalité qui est parfois excessive? C'est-à-dire, là je trouve qu'il faudrait que justement des jeunes qui sont discriminés, qui peuvent subir un système, apprennent aussi à revendiquer peut-être autrement. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, le racisme, par exemple, moi je suis blanc comme un cachet d'aspirine. C'est vrai que j'ai un nom de famille qui prête à confusion. Je vois bien que effectivement, en France, quand on s'appelle Mélamel, ça sonne, c'est pas du tout un nom juif. Bon, ça sonne un peu arabe, mais c'est vrai que je sens. Il y a une gêne, il y a quelque chose. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même. Vous parliez d'homophobie tout à l'heure, oui, tout le monde en a parlé. Mais ça existe aussi pas mal. Enfin, moi, je suis homosexuel également. Je veux dire, je suis confronté à l'homophobie, notamment chez les Maghrébins. Ça, c'est un truc. Pas que, je vais pas vous dire, ça y est, on va stimuler. Mais c'est pas évident. Et du coup, il y a une telle violence dans cette société que c'est difficile de. Moi, ça m'est arrivé, j'ai failli me faire péter la gueule, mais j'étais voir la police, elle a l'air de s'en foutre complètement. On a l'impression que personne n'a rien à foutre de personne, quoi. C'est une société qui trop individualiste. Voilà. On recherche du collectif. Le salon des lanceurs d'alerte. Oui, sur ce que vous estimez être le degré de radicalité, je voudrais vous donner un exemple, monsieur. Dans le documentaire, ça fait au moins 4 fois que je le dis, Marc Ball, prenez note, hein, Marc Ball, police, illégitime violence. Il est fait état de la cité Champagne de jeunes qui se sont fait vraiment harceler par la police. Ils sont au nombre de 9. En tous les cas, je ne sais pas si c'est il les a dans les roches, Marc Ball. Et ils décident d'aller au commissariat de police pour porter plainte. 9 ensemble. On leur dit, attendez messieurs. On les fait attendre plusieurs heures. Ensuite, on leur dit, on ne va pas prendre votre plainte, ni main courante. Par contre, on va prendre vos coordonnées et on va vous rappeler ultérieurement. Autrement dit, ils ont respecté la procédure que vous estimez être la bonne, que je partage, l'idée de respecter dans un premier temps les rouages institutionnels.
Ils sont remontés dans leur cité Champagne, je dis ça parce que c'est plutôt en hauteur par rapport au commissariat. Et quelques jours après, monsieur, ils reçoivent une pluie d'amendes, une pluie de contraventions, les unes derrière les autres, qui n'ont ni queue ni tête, et ça se chiffre pour plusieurs milliers d'euros pour chacun d'entre eux, parce qu'ils ont osé aller porter plainte contre la police. Alors vous voyez, là ça permet de quitter ce monde un peu angélique, un peu bisounours, un peu... Et si on faisait copain-copain avec la police, je parle de l'institution, je ne parle pas des individus en tant que tels. Nous avons affaire à une institution qui est terriblement corsetée pour faire émerger ce genre de truc-là. Après, sur le reste, monsieur, je veux vous dire la chose suivante. C'est moi qui ai ici parlé d'homophobie en premier. Et je veux dire la chose suivante. Nous luttons contre toutes les formes de discrimination et je veux affirmer ici que l'homophobie, il faut la combattre et elle existe dans tous les milieux sociaux, aussi bien aisés que classe populaire, aussi bien dans les quartiers que dans le centre-ville de Paris. Et donc, il ne faut pas, je pense, à moins d'avoir des chiffres étayés, statistiques, partir sur l'expérience personnelle, c'est compliqué. Je pense qu'il faut dénoncer l'homophobie partout, comme le sexisme partout. Et d'ailleurs, je vous invite, je me permets de le faire, mais je suis mal placé, à la manifestation, nous toutes ou nous aussi, du 24 contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Il y a nous toutes et nous aussi qui appellent, il y a deux mouvements. Eh bien, il va falloir en être pour vous dire à quel point il y a une cohérence quand on parle d'égalité chez nous. On la conjugue au pluriel. Je vous remercie. Messieurs, je dois arrêter ce débat parce qu'il est déjà 17h55 et que dans 5 minutes, un autre débat va commencer. Je vous remercie, vous trois, Alexandre Langlois, donc du syndicat Vigie, et je vous recommande, si vous êtes sur Twitter ou sur Facebook, de suivre le fil de ce syndicat VIGI, qui parle de manière très directe. Frédéric Ploquin, son livre est disponible et je vous recommande sa lecture. Et également, il y a une signature d'organiser juste après, soit ici, soit sur les tableaux de côté. Je vous recommande vraiment, il y a des témoignages de policiers qui sont inimaginables sur ce qui se passe dans les commissariats et leur relation avec la population. Et puis Omar Slaouti, merci à vous de votre présence. Sur Google, vous tapez Ali Ziri, Ali Ziri, Z-I-R-I, vous retrouverez toute cette affaire sur cet homme qui est mort à la suite d'un contrôle policier. Et puis je vous recommande donc Police, illégitime violence de Marc Ball en replay sur France 3. Si vous tapez sur Google Police, illégitime violence, vous retrouverez le lien. C'est un très bon documentaire sur cette problématique. À 18h, dans quelques minutes, salle noire, un autre débat, protéger le lancement d'alerte. Merci à vous tous.